Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de ce lundi. Et tout de suite, voici les grands titres. Cérémonie de remise de diplôme de la 13e promotion d'officier supérieur à l'Académie militaire de Nyakinama en district de Musanze en présence du Premier ministre Dr Edouard Ngirente. Le Sénat rwandais a approuvé ce lundi les observations des sénateurs sur le projet de loi portant budget de l'État pour l'exercice 2025-2026. Et à l'international, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été déchu de sa médaille de la Légion d'honneur après avoir été condamné l'année dernière pour corruption et trafic d'influence. Restez avec moi, Michel Ladokona, je vous reviens tout de suite pour les détails. Bienvenue. Cérémonie de remise de diplôme de la 13e promotion d'officier supérieur à l'Académie militaire de Nyakinama en district de Musanze en présence du Premier ministre Dr Edouard Ngirente. Le chef du gouvernement a déclaré que le gouvernement rwandais continuerait à prendre toutes les mesures nécessaires pour instaurer une sécurité stable, fondement de tout développement. Les précisions avec Patrick Nyirindandi. En arrivant à l'Académie militaire de Nyakinama, en district de Musanze, le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a été accueilli par plusieurs responsables, aussi bien civils que militaires. Le chef du gouvernement rwandais, Dr Edouard Ngirente, participe ainsi à la cérémonie de remise des diplômes de la 13e promotion de 108 officiers supérieurs. Les 108 diplômés ont été formés, dont 78 membres des forces rwandaises de défense à l'ADF, 2 membres de la police nationale rwandaise, 2 membres des services correctionnels et 26 ressortissants étrangers en provenance de 19 pays amis du Rwanda, dont la Jordanie. Sur ces 108 officiers supérieurs, 73 ont obtenu une maîtrise aux études liées à la sécurité. Le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a d'abord commencé par une visite de l'académie avec ses différentes composantes et a été informé des formations de haut niveau dispensées sur place par les instances de sécurité du Rwanda. Dans son mode de circonstance, le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a souligné que le gouvernement rwandais continuerait à prendre toutes les mesures nécessaires pour instaurer une sécurité stable, fondement à tout développement. En sa qualité de représentant du chef de l'État rwandais, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a salué le caractère international des formations dispensées au sein de l'Académie. Il a rappelé que les défis de l'insécurité auxquels le monde est confronté nécessitent des dirigeants bien formés et prêts à apporter des solutions concrètes. Il a saisi l'occasion pour demander aux diplômés de mettre à profit leurs connaissances car ils ont reçu tous les outils nécessaires. Le Sénat rwandais a approuvé ce lundi les observations des sénateurs sur le projet de loi portant budget de l'État pour l'exercice 2025-2026. Les précisions toujours avec Patrick Nyirindandi. Les sénateurs se sont réjouis de l'accueil réservé à leurs observations, estimant qu'il s'agit d'une avancée positive dans la compréhension des souhaits du peuple par l'intermédiaire de ses dirigeants. Ils ont toutefois demandé que les fonds soit utilisé à bon escient lors de l'exécution du budget. Le président de la Commission économique et du développement du Sénat, Dr Nsengiyumva Fulgence, a déclaré aux sénateurs que leurs observations sur le projet de budget pour l'exercice 2025-2026 avaient été prises en compte, ce qui permettrait d'envisager des solutions pour l'augmenter. Vous savez que nous avions soumis plusieurs observations et je tiens à vous faire remarquer que ces observations ont été prises en compte. À titre d'exemple, nous avions demandé que le budget destiné au secteur agricole soit augmenté. C'est ce qui a été fait.
et 14 milliards de francs rwandais ont été ajoutés. Le président du Sénat, Dr François Kalinda, a salué le rôle des sénateurs qui ont apporté une contribution significative. La plénière vient d'approuver le rapport de la Commission en tenant compte des observations du Sénat pour le projet de budget de l'exercice 2025-2026. Après l'approbation par le Sénat, nous allons transmettre à la Chambre des députés nos observations, comme le prévoit la loi. Après l'approbation de ces propositions budgétaires, le projet de loi sera soumis à la Chambre des députés. À présent, parlons coopération entre le Rwanda et la Chine, où le bureau RDB a fait aujourd'hui des déclarations suivant en images. Bonjour Madame la Directrice, et ravie de vous voir à Changsha cette fois-ci, dans la province du Hunan. Parlons de l'investissement entre la Chine et le Rwanda. Depuis ces dernières années, nous avons vu une croissance de l'investissement chinois au Rwanda. Et puis de l'autre côté, du côté de la Chine et sur le marché chinois, nous avons constaté un engouement pour les produits rwandais, que ce soit pour le thé noir, pour le piment rwandais ou encore le chili rwandais. Comment évaluez-vous ce partenariat entre les deux pays? Merci. Alors en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons que les produits rwandais connaissent une popularité croissante sur le marché chinois. Les chiffres en témoignent également. Aujourd'hui, nous avons plus de 160 milliards d'investissements venant de la Chine dans notre secteur agricole. Et je pense que cet échange-là ou cette coopération est basée sur une relation bilatérale assez solide qui permet d'avoir cet échange-là au niveau du commerce. Nous envisageons avoir encore plus de coopération là-dessus. Et en allant de l'avant, je pense que ce que nous allons voir, ce que nous allons continuer à solidifier, c'est vraiment ces échanges-là commerciaux, en participant par exemple dans des foires comme celle de la CAET aujourd'hui, afin que nous puissions continuer à accroître notre relation ou cette coopération économique avec la Chine, surtout pour nous dans notre secteur agricole. Grâce aux investissements chinois, aujourd'hui, nous reconnaissons un investissement assez large dans notre chaîne de valeur agricole qui permet à créer de l'emploi au Rwanda, par exemple, et qui permet aussi à nos produits d'être mis en valeur sur le marché international. Pensez-vous à un projet particulier? Vous avez parlé des projets agriculture. En quoi ça contribue à l'augmentation de la chaîne de valeur, au renforcement de la chaîne de valeur dans les commerces et l'investissement entre les deux pays? Alors aujourd'hui, par exemple, parlons du thé, par exemple. Nous savons qu'aujourd'hui, le thé a une signification beaucoup plus commerciale dans le marché chinois. C'est aussi beaucoup plus côté culturel. Alors nous avons cette valeur ajoutée, si vous voulez, quand il s'agit de la qualité du thé que nous produisons, mais aussi de la manière ou la façon dont nous le produisons aujourd'hui. Nous avons cet échange-là technologique venant de nos partenaires chinois qui nous permet à non seulement avoir ce côté technique amélioré, mais aussi une variété de produits quand il s'agit du thé. C'est à partir de là que nous commençons non seulement à avoir que les feuilles de thé, mais à pouvoir transformer le thé en un produit fini. Aujourd'hui, à l'international, il y a un courant protectionniste qui menace les investissements étrangers. Et dans le cas du Rwanda, comment le Rwanda sécurise-t-il et aussi facilite-t-il les investissements étrangers dans le pays? Nous avons mis en place, par exemple, nous avons commencé par réduire les procédures administratives qui nous permettent à faciliter le mouvement des affaires ou l'enregistrement des sociétés au Rwanda. Donc nous avons un guichet unique qui permet aux investisseurs de venir et d'avoir toutes les licences dont ils ont besoin en moins de 24 heures. Et donc ça déjà, ça permet à l'investisseur de créer une société. Et après, nous avons une gouvernance très efficace. Nous avons une corruption qui est notamment de 0% aujourd'hui dans toutes nos procédures administratives.
Nous avons également mis des incitations fiscales qui permettent aux investisseurs aujourd'hui de s'établir sans toutefois payer des impôts sur ce qu'ils doivent importer. Merci Madame la Directrice pour cet entretien. Merci. À présent, pour notre page Kwiwuka ou souvenirs, commençons par le district de Rouillé, où les chefs religieux et les congrégations de ce district ont exhorté à se concentrer sur l'enseignement et l'unité et la réconciliation parmi les chrétiens et à lutter contre l'idéologie du génocide. Cette demande a été formulée lors de la cérémonie commémorative organisée par l'église anglicane du Rwanda, diocèse de Butare. Le siège de ce diocèse a organisé une cérémonie en hommage aux chrétiens et aux ouvriers ainsi que les pasteurs tués lors du génocide perpétré contre les Tutsis dans les paroisses du diocèse de Butare. Les survivants de ce diocèse révèlent comment ils ont été trahis par leurs pasteurs chez qui ils s'étaient réfugiés. Les dirigeants de ce diocèse de Butare, qui compte aujourd'hui 32 paroisses, affirment poursuivre leurs efforts pour aider les survivants vulnérables du génocide à se remettre de leurs blessures. Monseigneur Christophe Chimimana, évêque du diocèse ER Butare, affirme qu'il combine ses efforts avec l'aide aux personnes vulnérables. Le maire adjoint du district de Rouillé, chargé du développement économique, Kamana André, a quant à lui critiqué les soi-disant ministres de Dieu qui ont choisi de détruire les pauvres au lieu de les sauver, appelant aux religieux et les congrégations à combattre l'idéologie du génocide par l'éducation chrétienne. À ce jour, un monument historique a été érigé au siège de ce diocèse où sont inscrits les noms de plus de 200 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. En général, dans ce diocèse, les corps de plus de 991 victimes du génocide tombés dans des paroisses qui les composent ont été retrouvés. Le diocèse de Butare compte plus de 40 000 chrétiens répartis dans des paroisses de districts de Gisagara, Rouillé et Nyanza. À présent, parlons aussi de Kwiwuka, dans le district de Bugesera. C'est dans la localité de Kanazi où les survivants de ce secteur, dans le secteur de Nyamata, dans le district de Bugesera, ont remercié les anciens soldats de l'APR pour leurs efforts, car sans leur aide, beaucoup de personnes seraient tuées. Ils l'ont réitéré lors de la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, en particulier les plus de 100 familles qui vivaient jadis à Kanazi. Voici Mukautela Beata, une survivante du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans son témoignage, elle a remercié les anciens soldats de l'APR qui ont lutté pour sa survie compte tenu de l'endroit où elle avait été emmenée pendant le génocide. Loutaïsile Bernard, quant à lui, représentant de la famille des survivants de Kanazi, a affirmé que les progrès ont été réalisés dans ce district de Bugesera au cours des 31 dernières années, témoigne de la bonne gouvernance dont le Rwanda aujourd'hui est doté. Les survivants de Kanazi ont également témoigné, demandant que des informations soient fournies sur l'emplacement des corps qui n'ont pas jusqu'alors été enterrés. Bangundi Chantal, président d'Ibuka dans le district de Bugesera, a affirmé que rien ne découragera les survivants du génocide dans ce district de Bugesera. À ce jour, plus de 3500 familles ont été recensées dans le district de Bugesera ayant complètement disparu, dont plus de 100 qui vivaient à Kanazi dans le secteur de Nyamata. Certaines sont toutefois toujours portées disparues. Dans le district de Gicumbi, en cette période de commémoration, lors de la 31e célébration de la libération du Rwanda, certains jeunes ont été invités à visiter des lieux qui témoignent de l'histoire de la lutte pour la libération du pays, afin de comprendre que faire preuve de bravoure ne requiert ni âge ni ressources, mais simplement un esprit de dévouement. L'apprentissage scolaire n'était pas suffisant pour les élèves de l'école primaire de Kimilongo à Kigali. Ils ont donc dû
parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre à ce musée de la Libération, sis à Gicumbi, pour les raisons expliquées. Ces enfants ont compris que le pays, qu'ils doivent aujourd'hui être le fruit du travail acharné de certains jeunes comme eux, qu'ils ont voyagé, observé et constaté qu'on attend d'eux quelque chose pour qu'ils puissent eux aussi contribuer au développement du pays. Alphonsine Mukamana, employée au musée d'histoire de la libération du Rwanda, a demandé aux jeunes de continuer à visiter ces endroits comme celui-ci qui préservent l'histoire afin qu'ils puissent comprendre que peu importe la vie dans laquelle ils vivent, peu importe leur âge, il n'y a plus aucune raison de perdre courage ni avoir l'intention de faire le bien. Parlons aujourd'hui infrastructure. Les investisseurs des secteurs des services et de l'industrie manufacturière affirment que la sécurité au travail est l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi de s'implanter au Rwanda. Cette décision fait suite au rapport État des lieux de travail dans le monde de 2025 qui classe le Rwanda au 2e rang en Afrique pour sa main-d'œuvre plus engagée. Suivant. Un salaire régulier, l'harmonie au travail et la formation continue sont quelques-unes des raisons pour lesquelles de nombreux employés sont satisfaits de leur emploi. Le rapport État des lieux de travail dans le monde 2025 classe le Rwanda au 2e rang en Afrique, après le Sénégal, pour sa main-d'œuvre plus engagée. Les investisseurs rwandais partagent cette opinion et affirment que ce qui les attire lorsqu'ils choisissent un pays d'investissement. En revanche, le Rwanda se classe au 17e rang africain en termes de travailleurs disposés à changer d'emploi lorsque l'occasion se présente. La ministre de la Fonction publique et du Travail, l'ambassadrice Christine Mukilinga, affirme qu'un employé travaillant dans un environnement dangereux n'est pas productif. Cette analyse, menée dans 160 pays à travers le monde, montre que le taux d'emploi des travailleurs ayant un emploi a diminué de 23% en 2024 à 21%, entraînant une contraction de l'économie mondiale de 438 milliards de dollars américains. Environnement toujours, les travaux d'aménagement de 5 marais situés dans la ville de Kigali et de réhabilitation de plusieurs caniveaux ont été exécutés à hauteur de 56%. Les autorités compétentes assurent que lorsque ces travaux seront achevés, le problème des inondations récurrentes dans certains quartiers de la capitale seront résolus de manière stable. Les détails avec Jean Damascène Maniching. Les 100 marais en cours d'aménagement sont ceux de Rwamara, Gikondo, Nyabugogo, Rugenge et Kibumba. Les travaux comprennent également la réhabilitation des caniveaux, dont certains atteignaient plus de 15 mètres de profondeur. Les eaux qui y circulaient ont été redirigées vers de nouvelles installations modernes. Les habitants de la ville de Kigali considèrent ces travaux comme une étape importante dans le développement urbain. Ceux qui vivent à proximité des marais de Gikondo et des autres qui ont été aménagés se félicitent également d'avoir trouvé de l'emploi dans ces travaux. L'Agence rwandaise de protection de l'environnement explique que l'aménagement de ces marais et de ces caniveaux contribuera également à la réduction des risques d'inondation dans la capitale rwandaise Kigali. Ces travaux ont débuté en mars 2024. La première phase devrait s'achever le 31 décembre prochain et coûtera une somme de 36 millions de dollars américains. La deuxième phase concernera d'autres projets à réaliser dans ces marais. L'Agence rwandaise de protection de l'environnement prévoit de collaborer avec des investisseurs à partir de l'année prochaine pour poursuivre cette campagne. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.